てください。皆さん、こんにちは。ともです。Tu sais, je n'ai plus 20 ans et ça fait pas mal d'années que j'apprends des langues étrangères. 3 langues. L'anglais, l'espagnol et le japonais. Et tu vois, je pense que j'ai enfin compris quelle est la meilleure façon pour moi pour apprendre. Quelle est la méthode la plus efficace. Mais revenons un petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Quand j'étais adolescente, j'étais pas passionnée par les langues. Pas du tout. Je trouvais les méthodes nulles, les profs pas intéressants. Ça m'intéressait pas du tout. Puis je voyais pas l'intérêt en fait. Je voyais pas l'intérêt d'apprendre des langues étrangères. On parlait tout le temps français. Et pourtant, tu vois, ma mère est espagnole. Mais on parlait jamais en espagnol à la maison. J'ai pas appris l'espagnol. On parlait en français. Puis il y avait la télé aussi. Tout était en français. Les séries, les films. Il n'y avait rien en version originale. Alors ça servait à quoi d'apprendre des langues étrangères? Puis tu sais, j'avais d'autres préoccupations, d'autres ambitions. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, c'est à l'université que j'ai réalisé. J'ai réalisé que les langues, c'était un atout. C'était mon ticket de sortie si je voulais avoir d'autres opportunités dans ma vie. Des opportunités personnelles ou professionnelles. Alors c'est comme ça que j'ai décidé de m'y mettre. Et puis tu vois, j'ai appris 3 langues. J'ai appris l'anglais en Australie. J'ai appris l'espagnol au Venezuela. Et j'ai appris le japonais au Japon. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu 3 expériences différentes, complètement différentes en apprenant ces langues. Et c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Alors tu vois, j'ai appris l'anglais de façon plutôt traditionnelle, avec les livres, dans une école de langue. On avait des cours de grammaire, on devait apprendre les verbes irréguliers, faire nos exercices. On avait un petit peu d'oral, mais on était dans un grand groupe. Donc voilà, j'étais dans le groupe des faux débutants. Donc on faisait un petit peu d'oral. Mais l'avantage, c'est que j'étais en immersion totale. Donc après les cours, j'étais encore exposée à l'anglais. Et ça m'a beaucoup aidée. Mes amis n'étaient pas anglophones, mais l'anglais était notre langue de référence. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Et en fait, ça me convenait. Mais tu vois, quand j'y pense, en fait, l'apprentissage de l'anglais, je me rends compte qu'il a mis beaucoup de temps parce que j'ai fait des va-et-vient. Je suis partie après presque 1 an en Australie. Donc il fallait que je trouve d'autres façons de maintenir mon niveau. Et puis après, je suis partie en Angleterre, j'ai travaillé à Singapour. Donc tu vois, je faisais des petits sauts en anglais, des sauts en avant. Et puis j'essayais d'entretenir, quand j'habitais en France, avec l'écoute. Je regardais beaucoup de films en version originale. Je ne voulais plus voir de films traduits. Et puis, je lisais beaucoup de choses en anglais. J'ai arrêté de lire des romans en français. Je les ai lus en anglais. Et ça m'a aidé aussi à apprendre beaucoup de vocabulaire. Mais c'était un apprentissage plutôt long. Ça a pris beaucoup d'années. Et puis tu vois, aujourd'hui, j'habite dans un pays anglophone.
Je travaille en anglais, j'ai beaucoup d'amis anglophones, donc je suis vraiment dans une immersion maximale. Et aujourd'hui, j'ai un niveau suffisant pour vivre normalement. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, c'était ça mon expérience de l'anglais. Une expérience plutôt traditionnelle dans sa forme d'apprentissage. Alors tu vois, le Venezuela, ça a été une aventure extraordinaire. J'ai adoré. Et les gens étaient vraiment super. Muy buena gente. Je garderai toujours un excellent souvenir du Venezuela. Le problème, c'est que la situation politique était très compliquée. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais j'étais au Venezuela à l'époque de Chávez, le président. Et donc, j'ai été obligée de partir après un petit peu moins d'un an. Mais ce qui est super, c'est que j'ai appris l'espagnol de façon très naturelle. Je n'ai pas ouvert un seul livre. J'ai appris l'espagnol au contact des gens, en parlant avec les gens au quotidien. Et oui, en fait, le français, l'espagnol, ce sont des langues qui se ressemblent. Il y a quand même des différences. Le vocabulaire n'est pas toujours le même. Et puis, il faut maîtriser certaines règles de conjugaison, la grammaire, etc. Alors, je suis très faible en conjugaison. C'est mon point faible. Par contre, j'entendais certains mots une fois, deux fois, et après, je les connaissais. C'était très facile. Donc, mon niveau a augmenté très vite, très très vite. Et bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé, c'est que j'avais un petit copain vénézuélien. Et donc, je lui avais demandé de me parler en espagnol tout le temps. Au début, je lui répondais en anglais. Et puis, petit à petit, j'ai fini par parler en espagnol tout le temps. Alors, c'est vrai que je n'ai pas un espagnol parfait, loin de là. Je pense que je suis entre le niveau B1 et B2. Mais vraiment, j'ai appris cette langue sans effort. Je me suis même dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas appris avant? Parce que c'est vraiment facile. Et tu vois, même si je n'ai pas toujours entretenu mon espagnol, je l'ai toujours gardé. Je comprends toujours ce qu'on me dit, ce que j'écoute, les films que je regarde, il n'y a pas de problème. Ce qui me manque, c'est la pratique. Encore une fois, c'est la pratique qui manque. Et pour l'instant, je ne la pratique pas, cette langue. Mais le jour où j'en aurai besoin, eh bien, je m'organiserai pour pratiquer la langue avec quelqu'un. Donc, tu vois, j'ai eu deux expériences complètement différentes. L'une classique et puis l'autre très naturelle, basée sur l'immersion, l'écoute, le contact avec les locaux, les natifs. Alors, il reste encore une chose à te raconter, c'est mon expérience en japonais. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué. Mon parcours en japonais a été beaucoup plus difficile, mais c'est parce que c'est une langue plus difficile. C'est logique. C'est une langue éloignée du français, avec un système d'écriture très complexe. La structure des phrases est complètement différente et tous les mots, ou presque, sont des mots qu'il faut apprendre. Donc c'est vrai que quand je suis partie au Japon, j'avais un petit peu l'espoir d'apprendre vite parce que j'étais sur place. Et en étant en contact avec des Japonais, j'allais pouvoir apprendre rapidement le vocabulaire, les usages. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
je travaillais dans une école française avec un public francophone. Et puis, j'avais pas beaucoup de temps pour apprendre. Alors, c'est vrai que j'avais pris des cours avant de partir. À Singapour, j'avais pris un cours intensif pour bien me préparer. Mais j'avais appris quelques bases. Les bases, ça ne permet pas de discuter, ça ne permet pas d'avoir des conversations. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai gardé un niveau débutant en japonais. Et puis après, je suis partie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on part et qu'on arrête de pratiquer une langue? Normalement, on oublie. Alors c'est vrai que j'ai dit que pour l'espagnol, je n'ai pas oublié. C'est vrai. Mais pour le japonais, malheureusement, on oublie très vite. On oublie les mots. On oublie plein de choses. On oublie le système d'écriture. Alors ça, c'est sûr. Et donc, je me suis retrouvée en difficulté parce que je suis retournée au Japon. Et cette fois, je me suis dit, voilà, si tu ne fais pas quelque chose de concret, tu ne vas pas apprendre. Tu vas savoir dire bonjour, merci. Tu vas savoir réserver un hôtel, faire tes courses, mais c'est tout. J'ai donc décidé de prendre un professeur particulier. C'est pour ça que je parle de méthode hybride. Je travaillais seule certaines choses, le vocabulaire, la pratique, de la lecture, les idéogrammes. Mais j'avais aussi un professeur qui me guidait 2 fois par semaine et qui me faisait parler. Et elle était vraiment super parce qu'elle savait adapter les phrases qu'elle utilisait à mon niveau. Donc je comprenais bien ce qu'elle disait parce qu'elle avait un niveau qui correspondait à mes connaissances. Et donc, j'ai beaucoup progressé parce que j'ai travaillé régulièrement. Mais je suis partie du Japon et puis je suis rentrée en France. Et donc, malheureusement, j'ai perdu un petit peu le contact avec la langue. Et puis, j'ai fait des retours, des allers, des retours avec mes livres. Les livres que j'avais toujours, que j'avais gardés. Et en fait, je passe mon temps à faire des pauses, à revenir, à faire des pauses. Mais cette fois-ci, je suis vraiment décidée. Je fais beaucoup d'écoute, je travaille beaucoup la langue et je vais voir où ça me mène. J'aimerais passer certains examens, ça va me motiver. Et puis, maintenant que j'ai un niveau supérieur en japonais, je sais que je peux travailler seule. Donc, je peux alterner le jour où j'aurai besoin d'un professeur pour certaines parties de l'apprentissage, notamment la pratique de l'expression orale, eh bien je le ferai. Mais là encore, comme pour l'espagnol, j'attends d'avoir un volume de connaissances suffisant pour pouvoir pratiquer de manière efficace. Parce que ça ne sert à rien de parler pendant 2 mois avec quelqu'un et puis ensuite on arrête. En japonais, ça ne marche pas. En espagnol, oui, pourquoi pas. Mais en japonais, dès qu'on arrête, on oublie tout. Donc voilà, c'est pour ça que je veux garder un lien régulier. Et en fait, depuis que je fais vraiment une écoute intense, je sais que je progresse. Je le sais, je le vois, je l'entends. Et j'ai tout le temps du monde pour pratiquer, écouter et continuer le japonais. Et puis tu sais, je vais te dire quelque chose qui vient de là. J'ai adoré toutes mes expériences à l'étranger. Mais le Japon, c'est mon grand amour parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce pays.
pour les gens, pour la culture, tout. Alors oui, c'est pas une société parfaite, ça n'existe pas les sociétés parfaites. Mais voilà, j'ai eu le gros coup de cœur et le Japon sera toujours dans mon cœur. Alors tu vois, la stratégie qui me convient aujourd'hui, c'est la stratégie autodidacte. C'est-à-dire que je préfère travailler les langues seule. Je ne souhaite pas m'inscrire à des cours dans une école parce que je trouve que c'est contraignant. Il y a des horaires, il faut suivre une méthode, il y a d'autres étudiants dans la classe et je trouve que dans une classe en langue vivante, il y a trop de temps mort, de temps où il ne se passe rien, de temps où on fait des échanges, mais je n'ai pas l'impression vraiment de progresser. Alors que quand je suis seule, je sais exactement ce que je veux travailler et c'est ça qui me plaît en fait. Et avec toutes les ressources actuelles, en fait, c'est très facile d'organiser ce genre de choses. Il suffit de s'équiper un petit peu. Un ordinateur, des livres, c'est nécessaire. Et puis, choisir les supports que l'on veut écouter, que l'on veut travailler. La langue écrite est nécessaire en japonais. Donc, il faut travailler avec les livres. C'est comme ça. Alors, tu vois, j'ai eu un petit peu tendance à m'enflammer. Ça veut dire que je me suis un petit peu laissée emporter dans mes achats. Mais tu vois, c'est nécessaire. La lecture est très importante en japonais parce qu'il y a un système d'écriture qu'il faut maîtriser. Et puis, par la lecture, eh bien, les structures de la langue finissent par rentrer, tu vois, même si la langue orale est différente. Donc, je lis beaucoup, mais je lis aussi dans d'autres langues. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le travail, je lis de l'anglais tous les jours. Je n'ai pas besoin de lire des romans. Donc là, j'ai commencé un nouveau projet. C'est que je vais lire un roman en espagnol, un gros roman. Voilà, ça va être ma façon de travailler l'écrit en espagnol. Et puis, si je veux passer un examen d'espagnol, il faudra que j'ouvre les livres un jour. Il faudra que je le fasse parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, ce sera le bon moment. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis centrée sur l'écoute, le comprehensible input. Et je fais ça dans les 3 langues, en anglais, en espagnol et en japonais. Et tu vois, j'écoute plein de choses tout le temps. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Alors, je t'avoue, c'est pas toujours facile de choisir parce que j'ai beaucoup de choses. Mais en fait, c'est très bien parce que j'ai des niveaux de difficulté différents. J'ai des hommes, des femmes. Et ça, c'est super important en japonais parce qu'il y a des registres de langue. Alors, tu vois, aujourd'hui, je vais choisir cette chaîne-là. C'est un prof de japonais qui vit au Mexique. Il est super intéressant, j'adore. Alors, il parle vite. Il parle beaucoup plus vite. Et là, ça me demande un effort beaucoup plus important. Mais quand j'ai le temps d'écouter de manière très active, je choisis des podcasts plus difficiles. Alors, c'est vrai qu'apprendre 3 langues, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'efforts. Et tu vois, le problème, c'est que j'ai parfois tendance à un petit peu me disperser. Mais il y a quand même des moments où je donne la priorité à une langue. Tu vois, en ce moment, ma priorité, c'est le japonais. Mais j'ai quand même renforcé l'espagnol parce qu'avant, j'écoutais très peu. Et maintenant, je voudrais avoir des habitudes quotidiennes pour l'espagnol. Donc ça, c'est moi qui le détermine. C'est ça qui est bien quand on est autodidacte.
on le détermine et ensuite, on se met au travail. Je pense que mon expérience m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui, à savoir être capable de m'organiser pour apprendre toute seule. Et en fait, tu vois, ça fait plusieurs dizaines d'années que je me suis lancée dans les langues et c'est quelque chose qui continue, qui ne s'arrête jamais. Et moi, j'aime ça. Voilà. Donc, je te dis à bientôt parce qu'on aura encore l'occasion de reparler de ce sujet. Bye bye.